Il est 13 h, bonjour à tous, voici les titres. À la une, l'émotion et la colère des policiers réunis à Paris et à Toulouse hier soir, après le meurtre de l'un d'entre eux lors de l'attentat des Champs-Élysées. Nous ferons le point sur les avancées de l'enquête avec Hakim Abdelkalek. Dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle. À la veille de ce grand rendez-vous, l'heure est aux derniers préparatifs dans les bureaux de vote. Combien d'entre eux seront ouverts demain, où voter et à quelle heure? Explication à suivre. Dans l'actualité, la Guyane qui sort de la crise. Un accord a été trouvé hier soir. Le gouvernement s'engage à hauteur de 2 milliards supplémentaires. Presque tous les barrages ont été démantelés. Plus que demain et dimanche pour descendre une dernière piste de ski. La saison des sports d'hiver est sur le point de s'achever. Un bilan mitigé pour les professionnels. Nous irons à l'Alpe d'Huez. En fin de journal, gros plan dans 13h15 le magazine sur un ambassadeur de la France à l'étranger, un violoniste virtuose, Renaud Capuçon, 41 ans. Il collabore avec les plus grands, il donne plus de 120 concerts par an. Nous avons suivi ce soliste d'exception. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Ils sont sous le choc. Hier soir, en mémoire du gardien de la paix abattu sur les Champs-Élysées jeudi, une centaine de policiers se sont rassemblés à Paris ainsi qu'à Toulouse. L'émotion était vive, la colère aussi. Martine Laroche-Joubert, Vivian Charrère et Olivier Combes. Il s'appelait Xavier Jugelé, assassiné en service 15 jours avant ses 38 ans. Au Trocadéro hier, ses collègues policiers lui rendent hommage, en silence. Même recueillement à Toulouse. Ici, certains policiers le connaissaient. Ils témoignent le visage caché pour des raisons de sécurité. Je le connaissais personnellement, c'était mon meilleur ami sur Paris. On pense que ça arrive qu'aux autres et puis on s'est pris un mur en pleine face. Qui était une personne adorable, qui avait une joie de vivre, mais vous imaginez même pas. C'est incroyable, c'était une crème. Au-delà de l'émotion, une policière laisse éclater sa colère. On est des êtres humains et on n'est pas là, on est policiers certes, on veut bien protéger les gens, on est rentré dans la police pour ça, mais on ne veut pas être abattus comme des chiens. Des policiers inquiets pour leur avenir en mission. On est clairement des cibles, donc il n'y a aucune crainte là-dessus. Malheureusement, ça fait partie des choses qu'on intègre maintenant de manière permanente quand on est dans l'exercice de nos missions, en tenue, dehors, sur la voie publique. Un hommage national sera rendu la semaine prochaine à Xavier Jugelé. Et l'enquête sur Karim Chorfi, l'assaillant abattu sur les Champs-Élysées, se poursuit. Hakim Abdelkalek, vous êtes en direct du 36 quai des Orfèvres. Bonjour Hakim. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez ? Eh bien écoutez, pour l'instant, 3 personnes sont toujours en garde à vue. Elles sont entendues par les services antiterroristes. Il s'agit du père et du frère de Karim Chorfi, ainsi que d'un de ses anciens co-détenus. La police cherche à savoir si Karim Chorfi a pu bénéficier de complicité directe ou indirecte. Il cherche également à savoir si Karim Chorfi, à un moment donné, a fait état de sa volonté de frapper en plein cœur de Paris. Les policiers espèrent également que ses téléphones et que ses ordinateurs portables saisis chez lui puissent aider à l'enquête. Une enquête dont je vous propose de découvrir les derniers développements avec Diane Schlinger et Martin Marini. Le profil de l'auteur de la fusillade se précise. C'est celui d'un multirécidiviste animé par la haine des forces de l'ordre. À partir de 2001, Karim Chorfi est incarcéré pendant 11 ans pour tentative d'homicide volontaire, notamment sur 2 policiers. Il est de nouveau condamné en 2013 à 2 ans pour vol aggravé. Son avocat de l'époque le décrit comme quelqu'un de renfermé, fragile psychologiquement. C'était quelqu'un qui était au contraire isolé quand je l'ai connu, même au sein de la maison d'arrêt, qui sortait pas forcément en promenade, qui n'avait pas le contact facile. Un peu quelqu'un dans sa bulle, dans son monde. À sa sortie de prison, il n'aurait pas respecté son traitement médical, pourtant obligatoire. Mais quand et comment est-il passé de la haine des policiers au terrorisme? C'est encore flou pour les enquêteurs. En mars 2017, il est à nouveau dans le collimateur des policiers. Il s'agit pour eux de vérifier s'il n'est pas en train de se radicaliser. Le parquet antiterroriste est même saisi. Le soir de l'attaque, son lien avec l'idéologie islamiste ne fait plus aucun doute. Un morceau de papier découvert à proximité du corps de Karim Chorfi et vraisemblablement tombé de sa poche supportait un message manuscrit défendant la cause de Daesh.
Par ailleurs, plusieurs autres morceaux de papier ont été retrouvés entre les deux sièges du véhicule. Ils supportaient les adresses de plusieurs services de police. À l'intérieur de sa voiture, les policiers découvrent aussi un sac avec un fusil à pompe, des munitions, 2 gros couteaux de cuisine, un sécateur et un Coran. Pourquoi un tel arsenal? Karim Chorfi avait-il prévu d'autres cibles? C'est ce que devra déterminer l'enquête. Et c'est dans ce contexte que la campagne présidentielle a pris officiellement fin hier à minuit. Et ce sont les électeurs d'outre-mer qui vont voter les premiers. Les bureaux de vote sont déjà ouverts à Saint-Pierre et Miquelon. En métropole, l'heure est aux derniers préparatifs. Les mairies s'organisent pour enregistrer les dernières procurations. Voyez ce reportage à Bordeaux, Paris et Rennes de Camille Gutin. Des bulletins de vote prêts à partir. À Bordeaux, dernier préparatif pour approvisionner les 136 bureaux de la ville. Alors c'est 600 dans la première. 600 dans la première. Et la liste est très précise. Là vous voyez en fait une caisse représente un bureau de vote. Donc là on prépare en fait tous les bulletins de vote répartis par nombre d'électeurs et par bureau pour avoir tout le matériel pour voter. On a en plus les urnes qui seront ensuite distribuées par bureau. Du matériel déjà reçu par certains. Près de Strasbourg, les bénévoles sont venus tôt ce matin pour tout installer. Table dans les gymnases ou encore isoloir, prêt à accueillir les électeurs. Et dans les mairies aussi, les services tournent à plein régime, comme ici à Meudon. Objectif, inscrire toutes les procurations reçues à la dernière minute, car les listes d'émargement sont déjà faites. On est obligé d'inscrire tout à la main. Ça, c'est un travail qui prend quand même une bonne partie de la journée, étant donné que nous recevons les procurations, les dernières procurations le matin. Du côté de Rennes, bonjour. On s'organise contre l'abstention. Allez, c'est parti, en route. Ce taxi propose d'emmener voter gratuitement les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Avec son taxi habituel, cette retraitée pourra aller voter. J'ai toujours voté, je n'ai jamais eu une abstention. Et là, ça allait être le cas si ça n'avait pas été pour peut-être, oui. Un acte citoyen désintéressé assure ce taxi. C'est totalement et entièrement gratuit. C'est un acte uniquement civique pour rendre service à la population de Saint-Jean. Pour les encourager à aller voter ? Ça peut les encourager à aller voter. Les opérations comme celle-ci se multiplient un peu partout. L'abstention reste la grande inconnue de ce scrutin. Alors justement, combien de bureaux de vote seront ouverts demain? Jusqu'à quelle heure avez-vous pour aller voter? De quoi faut-il se munir? Élection, mode d'emploi avec Hélène Hugues. Près de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour élire le président de la République. Ils ont le choix entre 11 candidats. 66 546 bureaux de vote sont à leur disposition, ouverts dès 8 h et nouveautés cette année jusqu'à 19 h et même jusqu'à 20 h dans certaines grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes ou Rennes. Pour voter, il faut se munir d'une pièce d'identité, au choix carte d'identité, passeport, permis de conduire, mais aussi carte vitale avec photo ou carte de famille nombreuse. Dans les communes de moins de 1000 habitants, la carte d'électeur suffit. Chaque électeur doit prendre une enveloppe et au moins 2 bulletins de vote avant de se rendre obligatoirement dans l'isoloir pour faire son choix. Attention, un bulletin annoté ou déchiré sera considéré comme nul. Les premiers résultats ne seront pas communiqués avant demain 20 h. Et pour suivre ce premier tour de l'élection présidentielle, rendez-vous demain à partir de 18 h 30 sur France 2 pour une grande soirée électorale. Un événement à suivre aussi sur les pages Facebook des journaux du week-end et du magazine 13 h 15. Laurent Delahousse vous y donne rendez-vous. Dans l'actualité également, la Guyane qui sort de la crise après plus d'1 mois de mouvement social. Un accord a été trouvé hier soir. Une annonce qui a provoqué le démantèlement des barrages qui paralysaient le département. Christelle Méral. Une signature qui met fin à 1 mois de conflit en Guyane. Un accord a été signé entre l'État, les élus et le collectif qui pilotait la mobilisation. Un accord qui sera publié au journal officiel et engagera la future majorité. Donc ce qui est publié est ensuite quelque chose qui sera porté à la connaissance, bien entendu, du prochain gouvernement. L'accord confirme le plan d'urgence de 1,1 milliard d'euros pour la sécurité, l'éducation, la santé et les aides aux entreprises. L'État
s'engage aussi à examiner un plan additionnel d'investissement de 2,1 milliards d'euros, une revendication du collectif. Nous allons sortir un livre blanc qu'on va présenter à la fois aux parlementaires, aux collectifs, pour préparer la pression qu'on va opérer aujourd'hui auprès du nouveau gouvernement. L'accord est salué par les Guyanais, massés devant la préfecture. C'est avéré un jour de joie puisqu'on a eu la finalisation et donc on attend simplement la concrétisation maintenant de tout ce qui est acté. Certains restent méfiants. Il faudra veiller à ce que tout ce qui a été promis là soit appliqué. Les barrages ont été levés, hormis pour l'instant celui qui bloque le centre spatial de Kourou. La mobilisation s'était essoufflée ces derniers jours. Une partie des Guyanais était partagée sur un mouvement qui pénalisait l'économie. La saison de ski est sur le point de s'achever. Ce week-end, la majeure partie des stations fermeront leurs portes et l'heure est déjà au bilan pour les professionnels du tourisme. Un premier constat mitigé, la neige n'a pas toujours été au rendez-vous dès l'ouverture. Reportage à l'Alpe d'Huez avec Denis Sébastien et Jean-Claude Martin. Dernier jour de ski sur une neige de plus en plus rare. En bas des pistes, la période hivernale se termine un peu comme elle avait commencé, sur de la neige de culture entourée d'herbe. C'est la fin d'une saison un peu particulière. On va dire qu'elle a été très ensoleillée, comme aujourd'hui. Très compliquée aussi par rapport à notre température qui s'élève. Dur en début, mais avec la neige de culture, donc du coup, non. Ça a été, moi je trouve. Ça aurait pu être pire. Pour trouver de meilleures conditions, il faut prendre de l'altitude. Et en fin de matinée, qu'est-ce qu'on fait alors? On donne les médailles. On va faire les médailles, la remise en route. Au-dessus de 2000 mètres, la glisse est encore bonne, avec une trentaine de pistes ouvertes, 25% du domaine. Les vacanciers adeptes du ski de printemps se sentent privilégiés. On profite des pistes avec beaucoup moins de monde et puis la neige est quand même de bonne qualité, donc c'est parfait. C'est beaucoup moins cher, c'est très agréable. Puis il y a le soleil, les journées sont plus longues. Mais la tendance est là, 3% de baisse de fréquentation sur l'ensemble des domaines skiables français. À l'Alpe d'Huez, on espérait une hausse. Finalement, la saison sera équivalente à l'année précédente, déjà moyenne. Je dirais qu'aujourd'hui, les stations qui sont situées en altitude sont des stations refuges et drainent un certain nombre de skieurs qui délaissent, entre guillemets, les stations qui sont en dessous de 1800 mètres d'altitude. Noël sans neige, compensé en partie par de très bonnes vacances de février, cette saison qui s'achève ne restera pas dans les annales. À quelques exceptions près dans les Alpes, la plupart des stations auront fermé leurs pistes à la fin de ce week-end. Et on poursuit avec une idée originale et économique lancée par un agriculteur céréalier. Il a créé une plateforme de location pour les machines agricoles. Plus besoin d'acheter. Grâce à ce site, les professionnels du secteur peuvent désormais se louer le matériel entre eux. C'est notre rubrique Ginov et elle est signée Laurence Decher, Julien Pelletier et Valérie Lucas. Quand ils ne travaillent pas dans les champs, les engins agricoles dorment souvent dans les fermes. Un agriculteur a donc eu une idée, partager ce matériel. Laurent Berned est céréalier. En 2015, il crée un site internet pour mettre en réseau les agriculteurs. Le but, louer du matériel près de chez eux. J'ai tout le catalogue de proximité qui s'affiche et là j'ai des pointeurs qui géolocalisent mon exploitation et qui géolocalisent les matériels disponibles. C'est en voulant acheter une nouvelle machine qu'il a eu l'idée du concept de location entre agriculteurs. J'ai été confronté à un investissement et à un moment je me suis dit c'est juste pas raisonnable d'investir autant d'argent pour une situation aussi maigre. Donc j'ai décidé de commencer à partager ce matériel-là et finalement j'ai généralisé ça. En un an, plus de 4000 agriculteurs ont déjà rejoint ce réseau de location. Comme Samuel Bernard, il cherche à louer une machine pour ameublir la terre. À 30 km de là, Mathieu Ondé en a justement une. Des photos, une description du matériel et quelques clics plus tard, Salut Samuel, ça va? Bonne route? ces agriculteurs font affaire. C'est une opportunité, d'accord? J'ai essayé, donc il faudra que tu m'expliques comment ça fonctionne. Un petit peu, ouais, les points de vigilance à avoir sur le réglage. Mathieu Ondé va lui louer pour 280 € la journée sa machine qui en vaut près de 30 000 neuves.
Une façon pour lui de mieux la rentabiliser. L'idée, c'est de pouvoir faire travailler cet outil-là, donc de moi d'en tirer un revenu, alors qu'aujourd'hui il est sous mon hangar à rien faire, pour essayer de gagner un peu d'argent, évidemment. Parce que c'est un gros investissement. Parce que c'est un investissement relativement important. Pour l'agriculteur locataire, pas question de s'endetter pour acheter cet engin qu'il n'a même pas encore expérimenté. Donc j'ai le contrat de location et le certificat d'adhésion pour l'assurance. L'idée c'est de passer 4-5 hectares de maïs avec ce matériel-là, de commencer à me faire un avis dessus, de pouvoir peut-être le réutiliser dans d'autres conditions à d'autres périodes de l'année et à l'avenir peut-être d'investir pour l'interrogation ou de continuer dans un fonctionnement de location comme on démarre aujourd'hui. Retour chez lui, cet agriculteur utilisera la machine sur ses propres terres avant de la rendre demain. 600 transactions comme celle-ci ont déjà eu lieu en un an. Objectif, tripler ses locations entre agriculteurs en 2017. Et comme chaque samedi, la chronique culture. Et c'est avec vous, Pascal Deschamps, bonjour. Et c'est un joli programme que vous nous avez préparé. On commence par une rencontre, celle d'Agnès Jaoui. Voilà, les Français la connaissent bien. Agnès Jaoui, elle est réalisatrice, chanteuse, scénariste, un air de famille. On connaît la chanson Le goût des autres, c'est elle, avec Jean-Pierre Bacry, bien sûr. Mais là, c'est l'actrice pour le film Aurore que nous avons eu le plaisir de rencontrer avec Roger Motte pour les images. Bonjour Agnès Jaoui. Alors on va vous découvrir dans Aurore et je crois que c'est un film qui va émouvoir et étonner le public. Les mecs qui grèvent des cœurs, des mains, des poumons, ils sont même pas foutus d'inventer quelque chose contre les bouffées de chaleur, ça me rend dingue. Aurore est en pleine ménopause. Ses filles ont grandi. Je suis enceinte. Quoi, déjà? Séparée depuis longtemps de son mari, elle est aussi à un tournant dans sa vie professionnelle. D'abord, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Plou, en fait. Aurore Plou. Pour la réalisatrice, Aurore, c'est l'occasion d'aborder le sujet des femmes de 50 ans. Et elle s'est dit, mais c'est vrai aussi qu'elles sont peu représentées, ces femmes-là. Et qu'à partir de là, c'est de l'inconnu et ça fait peur. Ah, il faut qu'on divorce aussi, tiens. J'y pense. Excuse-moi, je pensais pas que ça te ferait autant d'effet. C'est la ménopause. Ça va. Elle a eu envie de me faire un portrait de femme, justement, d'abord qui mette les pieds dans le plat, et puis c'est une des forces du film, c'est qu'on en ressort galvanisé. Et comme beaucoup de femmes de plus de 50 ans, Aurore n'a pas envie de passer directement au statut de grand-mère. Dis donc, il faut qu'on s'occupe des petits noms. Alors moi, j'ai pensé à grand-ma. C'est chic, non? Et toi? Mémé, tant qu'à faire. Et la place des femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants se pose dans toutes les sociétés humaines. C'est bon, là, ton petit cul en cuir, là. Pardon, madame. Il y a certaines tribus où elles acquièrent un statut d'homme, justement. Certaines femmes ont le droit, du coup, de se saouler la gueule, de dire des gros mots et de faire pipi debout. C'est où? N'empêche, t'as pas changé. T'as toujours ce truc-là. Allez, on fait une partouze. On a fait pas mal de projos en province et les femmes et les hommes sont assez touchés par le film. Et il y a même des hommes ou des journalistes qui m'ont dit au début, je me suis dit oh là là, c'est un film de gonzesse, et puis qui sont identifiés finalement. Et puis le film n'est pas du tout contre les hommes, c'est un film humaniste et féministe mais humaniste. Une belle rencontre, un autre conseil culture. Pascal, il s'agit d'une exposition de photographie. Oui, c'est une exposition de Walker Evans, un photographe américain qui est exposé pour la première fois en France. Vous avez certainement déjà vu un de ses clichés parce qu'il est notamment célèbre pour ses photos des victimes de la crise de 29, de la Grande Répression. Et ensuite, jusqu'à sa mort, il a traqué les anonymes dans les rues, dans le métro new-yorkais avec un album qui s'appelait The Passengers, toujours avec la volonté de montrer une Amérique différente au hasard de ces rencontres. C'est 300 œuvres exposées au Centre Pompidou à Paris. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un bon thriller, vous avez aussi, Pascal, une suggestion définitivement. Oui, alors c'est Les Enfants de Venise, c'est le nouveau pavé de Luca Di Fulvio. C'est l'auteur du Gang des rêves dont on vous avait parlé ici il y a un an. Et une nouvelle fois, il nous entraîne dans une aventure historico-épique absolument extraordinaire. Là, c'est à Venise en 1516. On suit tout un tas de personnages à qui il arrive des tas d'aventures. Mais ce qui est bien, c'est qu'il nous raconte aussi des tas de choses sur la vie politique, sociale, religieuse de Venise à l'époque. Et c'est une nouvelle fois très réussi. Et on finit par une fête, c'est la fête aujourd'hui, la fête du vinyle. Absolument, c'est le Disquaire Day, ça existe depuis 7 ans et c'est l'occasion d'aller acheter chez 450 disquaires indépendants plus de 300 vinyles inédits
des rééditions, des lives, enfin des choses, des perles, des raretés. Et au moment où le vinyle reprend des couleurs, alors il y en a plus de 300. Donc pour avoir la liste, il faut aller voir sur le site de l'événement, dépêchez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et comme on le dit chez les disquaires, eh ben, on est en train d'écouter un live de Jimi Hendrix quand il jouait avec les Curtis Knights. C'était dans les années 60. Merci à vous, Pascal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à votre magazine.